Alors, aujourd'hui, je vais présenter avec mon étudiante Caroline Côté également. Là, on va finalement alterner dans la présentation des différentes sections. Alors, ma présentation porte sur le développement de stratégies interdisciplinaires pour prévenir l'usage à long terme d'opioïdes suite à une blessure traumatique. Alors, c'est un projet qui est financé, entre autres, par les IRSC. On a aussi obtenu là, une subvention de projet pilote là, par le RQRD en 2020. L'équipe de recherche est assez large, considérant que c'est un projet pan-canadien qui se déroule en fait au Québec, en Colombie-Britannique et en Ontario. Et on s'intéresse vraiment à toute la trajectoire de soins des patients, faisant en sorte que plusieurs chercheurs et cliniciens-chercheurs également doivent être impliqués, autant dans le milieu de soins aigus, la réadaptation et aussi dans la communauté. Et il y a plusieurs collaborateurs, l'INES, l'unité de trauma des soins critiques de l'INES, le RAPAL, l'Université Laval, plusieurs centres de traumatologie, réadaptation dans les 3 provinces ciblées. Donc, l'intérêt de recherche découle en fait, bien sûr, de la crise des opioïdes qui est associée à plusieurs décès au Canada, entre autres associés à la prescription d'opioïdes. Et également, oui, il y a les décès qui correspondent probablement en fait à la pointe de l'iceberg, mais il y a beaucoup plus que ça à laquelle on doit s'intéresser, bien sûr, entre autres, tous les troubles de mésusage que peuvent entraîner une utilisation à long terme d'opioïdes, les effets indésirables, la détresse psychologique, les problèmes dans le fonctionnement quotidien des individus et aussi tout le fardeau économique associé aux soins de santé, associé à la dépendance et aussi à l'aspect criminel associé à l'utilisation illicite qui peuvent en résulter finalement d'une mauvaise utilisation. En traumatologie, donc c'est certain que des blessures traumatiques peuvent induire une grande douleur chez les patients. Et bien sûr, les opioïdes font partie de l'arsenal thérapeutique. On n'a pas vraiment le choix d'administrer des opioïdes suite à un traumatisme, de dire qu'on va cesser d'administrer des opioïdes chez ces patients-là, c'est un peu utopique. Par contre, lorsque on ne suit pas nécessairement bien ces patients-là, il peut en résulter une utilisation à long terme, donc à plus de 3 mois. Là, une utilisation à long terme ou chronique est définie comme étant une utilisation de plus de 3 mois, qui atteint 20 et même 60 chez des patients qui présentent des facteurs de risque comme une histoire d'abus de substance ou des problèmes de santé mentale. La traumatologie, c'est un système assez bien organisé en termes de, là ici, on a l'équipe de trauma qui accueille les patients dans les salles d'urgence. C'est assez bien huilé pour arriver à améliorer la survie des patients, diminuer les complications. Par contre, c'est extrêmement complexe là, comme réseau, faisant en sorte que les patients, il peut y avoir souvent là, des bris de communication pour arriver à bien sevrer les opioïdes dans le temps. Et aussi faire en sorte que les patients reviennent en arrière parfois parce que les cliniciens ne sont pas nécessairement au courant de ce qui s'est passé avant avec d'autres équipes. Alors, il y a toute cette complexité-là à considérer quand on bâtit des interventions ou on met en place des stratégies préventives.
Aussi, on a un continuum de soins qui est bien reconnu en traumatologie avec des centres de traumatologie, des centres de réadaptation désignés. Par contre, le volet communautaire, une fois que le patient sort de ce service de continuum de services de traumatologie, n'est pas très bien attaché. Donc, les patients peuvent tomber dans le vide là, en termes de justement sur comment bien prendre leurs médicaments, leurs analgésiques et aussi comment bien les sevrer. L'INES, dernièrement, on a revu les indicateurs de qualité en traumatologie. La douleur a été une préoccupation importante, en fait, révélée par les patients partenaires et aussi l'importance de les guider sur comment bien prendre les opioïdes dans le temps. Alors, je laisse la parole à Caroline pour présenter les objectifs du projet. Donc, bonjour à tous. Comme Mélanie vient de le dire, je vais continuer avec vous là, sur les 3 principaux objectifs du programme. Donc, la première phase, c'était de décrire un petit peu la perception qu'ont les professionnels par rapport à l'usage actuel, puis à l'efficacité des stratégies préventives. Donc, on a réalisé ça grâce à un sondage de pratique. Ensuite, la prochaine étape qui est en cours actuellement, c'était pour sélectionner les stratégies interdisciplinaires qui seraient les plus pertinentes à mettre en place dans le continuum de soins. Donc, c'est grâce à des groupes nominaux avec les différentes parties prenantes. Puis finalement, ça va être la phase de développement là, des stratégies grâce à une attitude de validation. Avant de pouvoir entamer ces 3 étapes-là, la première étape a été une revue de portée qui visait, dans le fond, à voir un petit peu l'état actuel des connaissances par rapport aux différents types de stratégies préventives. Donc, cette revue de portée-là a permis, au départ, avec les 46 000 articles, on en a finalement, suite au processus de sélection, 66 études de base, plus 20 lignes directrices aussi qui provenaient des différentes associations professionnelles ou gouvernementales en matière de douleur ou de traumatologie. Donc, pour réussir un petit peu à faire l'analyse des données, on a classifié les différents types de stratégies en 7 catégories. Donc, il y avait les stratégies structurantes qui étaient davantage des législations gouvernementales qu'on voit un petit peu plus aux États-Unis ou encore des protocoles de prescription. Les stratégies purement pharmacologiques, éducationnelles, les stratégies multimodales qui combinaient soit plusieurs molécules pharmacologiques ou encore une combinaison de pharmaco et non pharmacologiques. Puis finalement, dans la catégorie haute, il rentrait les stratégies alternatives comme entre autres l'acupuncture, les stratégies psychologiques et les procédures chirurgicales différentes. Cette étude, dans le fond, notre revue de portée, ce que ça a permis de mettre en lumière, c'est que les stratégies plus structurantes, éducationnelles et multimodales sont celles qui sont apparues les plus prometteuses. Par contre, il y a encore un grand besoin là, de faire davantage d'études pour pouvoir démontrer l'efficacité puis justifier leur usage au niveau clinique sur toute la trajectoire du continuum de soins. Les principaux points qui étaient un petit peu lacunaires et qui engendraient des écarts à la pratique pour l'intégration, c'est qu'il nous manque d'études randomisées contrôlées rigoureuses. Aussi, il y a peu d'études qui ciblent spécifiquement la clientèle de traumatologie. Puis souvent, les patients à haut risque entraient dans les facteurs d'exclusion, alors que c'est probablement ceux à qui ça va donner le plus de bénéfices, ces stratégies-là. Donc, il faudrait les étudier aussi. Puis aussi, ça tarde un petit peu à autre chose que juste la quantité d'opioïdes prescrites, d'aller chercher un petit peu les données fonctionnelles puis les données sociales en lien avec ça. Puis aussi d'évaluer l'acceptabilité puis la faisabilité des stratégies sur tout le continuum là, à ce moment-là. Donc, la deuxième partie qui a été réalisée, c'était dans le fond le sondage de pratique qui a été lancé à l'été-automne 2021.
Donc, l'objectif, c'était vraiment d'aller sonder les différents types de prescripteurs, donc les pharmaciens, les médecins, chirurgiens et les infirmières praticiennes qui ont été ciblés par rapport pour être capable de voir avec eux qu'est-ce qu'ils jugeaient comme des stratégies le plus efficaces, mais aussi d'aller chercher qu'est-ce qui est réellement utilisé dans leur pratique quotidienne, dans leurs différents milieux de pratique. Donc, le questionnaire a été développé avec les résultats du Scoping Review. Les principaux intervenants qui ont été ciblés provenaient soit des centres de traumatologie de niveau 1 ou 2, des centres de réhabilitation, mais aussi on est allé rechercher l'avis des gens qui pratiquent en première ligne. Donc, on avait un lien là, avec les groupes de médecine familiale universitaire de l'Université Laval. À la base, ce qu'on souhaitait, c'est d'aller chercher un 30 à 40 sur environ 1350 patients. Par contre, comme le sondage a été lancé en plein milieu de la troisième vague de la pandémie, ça a été un petit peu plus difficile, laborieux au niveau du recrutement, puis aussi plus long. Mais on a quand même réussi là, à aller chercher 244 participants. Donc, sur ce qui a été ciblé, c'était quand même un taux de réponse de 30 puis, par rapport aux répondants, ça a été principalement des médecins spécialistes qui provenaient de centres hospitaliers universitaires de la région de Québec. Puis là, on est actuellement encore dans l'analyse des résultats. On a les résultats préliminaires. Donc, les stratégies qui étaient le plus utilisées actuellement dans les différents milieux de pratique, c'était l'analgésie multimodale, la stimulation physique et ou la physiothérapie. Aussi, ce qui était utilisé, c'était le fait d'ajuster à la baisse les prescriptions d'opioïdes en fonction des caractéristiques du patient. L'utilisation de glace, donc de la cryothérapie, puis aussi les limitations du nombre de quantités prescrites d'opioïdes. Pour ce qui est des stratégies les moins utilisées, on a les cannabinoïdes avec 6 Ensuite, les mécanismes préétablis de communication à l'extérieur des différents milieux de pratique. Les suivis en santé mentale ainsi que les approches en santé mentale qui peuvent être utilisées par d'autres professionnels, puis les stratégies alternatives en gestion de la douleur. Puis, ce qui est intéressant de noter, c'est que malgré que plusieurs professionnels considéraient de nombreuses stratégies comme étant hautement efficaces, il y en a beaucoup qui étaient très peu utilisées, dont, entre autres, l'évaluation des facteurs de risque, les suivis en santé physique, la formation des professionnels et les mécanismes de communication. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin du sondage, on demandait, dans le fond, aux professionnels de classer en ordre de priorité quelles stratégies ils trouvaient les plus utiles puis les plus efficaces qu'il faudrait mettre en place pour améliorer la qualité des soins. Puis, comme on peut le voir, il y en a beaucoup qui ressortent dans les deux catégories. Donc, la première, c'était l'analgésie multimodale. Ensuite, l'analyse des facteurs de risque. L'insertion de guides ou de protocoles pour l'usage judicieux à l'intention des professionnels, le fait de limiter les prescriptions tout en se basant sur les caractéristiques du patient, puis finalement, essayer d'assurer un suivi longitudinal en santé physique pour les patients. Je vais relaisser la parole à Mélanie pour la suite. Oui, alors la phase subséquente qu'on a débutée, c'est les groupes nominaux, qui est une forme en fait de consensus, une technique pour établir un consensus auprès des experts. Alors, on a 4 groupes nominaux prévus. Le premier a été réalisé hier soir avec l'équipe de Québec. Il y en a un avec l'équipe de Montréal la semaine prochaine. D'ailleurs, j'ai vu Frédéric Daigle, je crois, qui est présent, physiothérapeute qui va être sur le groupe nominal de la région de Montréal. Et il va y en avoir un en Colombie-Britannique et un en Ontario en janvier. Donc, ici, c'est de sélectionner, de faire une sélection finale des stratégies à mettre de l'avant avant de les développer, de les adapter et de les tester de façon donc d'évaluer leur faisabilité et d'évaluer leur efficacité dans une population de traumatologie. Alors, voici les instructions qu'on donne finalement aux participants dans les groupes nominaux.
Donc, c'est vraiment en fonction des données probantes, les résultats, de l'enquête de pratique. Donc, là, ils doivent se questionner qu'est-ce qui devrait être mis de l'avant, aussi d'adapter en fonction du genre, du sexe et du genre, du type de blessure, quel professionnel de la santé devrait être impliqué et en fonction des obstacles, qu'est-ce qu'on devrait mettre de l'avant comme solution pour les contrer. Alors, voici la revue de portée. On leur décrit les stratégies, l'évidence, l'enquête de pratique sur l'utilisation actuelle, l'utilité, les barrières. Hier, donc, voici les participants là, pour la région de Québec. On voit vraiment l'aspect interdisciplinaire aussi, la trajectoire de soins. Il y avait 2 patients partenaires également. On a rencontré les patients partenaires, une rencontre préparatoire, en fait. Puis voici les stratégies qu'eux trouvent les plus pertinentes, qu'ils ont sélectionnées à mettre davantage de l'avant. Donc, on voit beaucoup là, le filon de suivi de patients qui est très important, là. Voici ce qu'on présente aussi pour susciter les discussions. Donc, c'est l'évidence scientifique, l'utilisation actuelle, l'utilité perçue, les barrières identifiées. Puis, à la lumière de cette information-là, les gens doivent voter à partir d'une échelle de Likert de 1 à 7. Un autre exemple. Donc, c'est vraiment un travail de synthèse de l'évidence scientifique. Donc, par la suite, lorsqu'on va avoir terminé les groupes nominaux, c'est finalement de procéder au développement et à l'adaptation de stratégies déjà existantes avec des experts à travers une étude de validation avec plusieurs rondes auprès d'experts pour s'assurer que les stratégies qu'on développe font du sens et sont bien applicables. Donc, les contributions potentielles reliées au projet, c'est de développer des outils pour les professionnels et les patients, promouvant une utilisation judicieuse d'opioïdes. On veut aussi prévenir l'utilisation illicite parce que si on diminue uniquement la quantité d'opioïdes prescrites aux patients, par exemple, les patients, s'ils ne sont pas bien pris en charge, ils peuvent se tourner vers d'autres alternatives pour se procurer aussi des opioïdes. Bien sûr, tout ça passe par une amélioration aussi de la gestion de la douleur. On veut aussi améliorer la collaboration interprofessionnelle à travers la trajectoire de soins et aussi améliorer l'efficience du système de santé là, avec une meilleure intégration des services. Donc, et les étapes subséquentes vont être bien sûr de piloter les stratégies et aussi de les tester à plus grande échelle avec une étude multicentrique par grappe, là, donc un cluster randomized clinical trial. Donc, merci.